Les forces armées françaises ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes. Cette opération durera le temps nécessaire. Le 11 janvier 2013, François Hollande, alors président, engage les troupes françaises au Mali. L'opération Serval est déclenchée. Les premières semaines sont un succès. Je vous promets, Hollande, mon premier garçon sera nommé François Hollande. Entre le partenaire malien et Paris, c'est l'euphorie, une amitié qui semble indéfectible. 9 ans plus tard, les applaudissements se sont transformés en huées. D'ici 6 mois, selon Emmanuel Macron, la France devra avoir quitté ses 3 dernières bases au Mali. Une intervention militaire qui se finit dans le ressentiment de part et d'autre. Alors que s'est-il passé ? Retour sur les épisodes qui ont abîmé la relation franco-malienne. Le premier malentendu a lieu 3 semaines après le début de l'intervention. Fin janvier 2013, les Touaregs du MNLA, le Mouvement national pour la libération de l'Azawad, reprennent aux djihadistes le contrôle de Kidal, une ville du nord du pays. Puis c'est au tour de l'armée française de pénétrer quelques jours après dans le bastion rebelle. Quand l'armée française entre dans Kidal, il n'y a pas l'armée malienne avec elle. Pourquoi ? C'est encore quelque chose qui reste à éclaircir exactement. Est-ce que Paris a bloqué l'armée malienne ? Voulait-elle empêcher d'éventuelles violences contre les populations touaregs à cette époque ? Voulait-elle aussi avoir des alliés avec les groupes touaregs, notamment le MNLA ? Est-ce que l'armée malienne n'a pas voulu suivre ? Quoi qu'il en soit, à la fin, on peut dire que 10 ans après, Kidal, c'est vraiment une blessure de l'orgueil national malien, le sentiment que, et qui est très utilisé à des fins politiques, que Paris a laissé une enclave se former dans cette ville et la région. Au Gossagou, après le massacre du 23 mars 2019. Massacre qui a entraîné la mort de plus de 160 civils peuls. Le village est situé au centre du Mali, une région exclue des terrains d'intervention de Barkhane. Pourtant, les djihadistes chassés de leur fief du Nord ont rapidement investi cette zone charnière, aussi grenier du pays. En 2015, apparaît la Katiba Massina, qui recrute majoritairement parmi la communauté peul. Elle est aujourd'hui une des branches les plus importantes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, une organisation terroriste affiliée à Al-Qaïda. Moi, je me rappelle d'un rendez-vous à l'Élysée, je ne vais pas dire avec qui, mais où on m'a dit mais on ne va pas s'inquiéter pour 100 gars en mobilette, tout ça, ça ne va pas menacer clairement la sécurité du Mali. On a quand même le sentiment que Paris n'a pas vu voir venir ce danger. Cette insurrection djihadiste, l'État, comme ses partenaires, n'a pas été capable de la contenir. Et c'est pour ça qu'à partir de 2017, s'est imposée l'idée chez nombre de Maliens d'un dialogue avec les djihadistes comme seule solution finalement capable de ramener la paix. Il est l'homme qui, depuis 2013, gère le dossier malien, Jean-Yves Le Drian. Et si les présidents François Hollande et Ibrahim Boubacar Keïta affichaient une entente parfaite, le ministre de la Défense puis des Affaires étrangères sous Emmanuel Macron a rapidement vu ses relations se tendre avec Bamako. Le ministre Le Drian a toujours eu l'impression que les autorités maliennes, et en partie IBK, ne travaillaient pas. Par exemple, l'accord d'Alger, qui doit apporter, depuis 2015, une sorte de solution aux problèmes du Nord, n'a jamais été vraiment appliqué. Disons les choses très, très clairement. Il y a des accords de paix. Il faut mettre en œuvre les accords de paix. Et c'est les accords de paix qui font la paix. De l'autre côté, IBK a l'impression qu'à des moments, il a rendu quelques services à Jean-Yves Le Drian et qu'il n'a pas été payé en retour. Depuis le second coup d'État du printemps 2021, là les relations sont devenues non plus amères, mais vraiment clairement brutales. Et ce n'est pas un événement dû à l'irresponsabilité, je réitère mes mots, dû à l'illégitimité d'un gouvernement de coup d'État qui va nous faire enrayer notre lutte contre le terrorisme.
Ce 27 novembre 2021, à Terra, dans l'ouest du Niger, un convoi de ravitaillement de la force Barkhane est pris pour cible sur le chemin du Mali. C'est le 3e barrage que l'on franchit. Les étudiants ont l'air toujours en colère, malgré les demandes répétées de se calmer, de se disperser. L'hostilité à la France est devenue le sentiment le plus mobilisateur au Sahel. Depuis 2013, et malgré l'élimination de nombreuses figures du djihadisme, les populations voient les militaires français. Ils voient aussi la situation se dégrader. Selon une ONG, le conflit a fait 23 500 morts dans les 3 pays affectés, dont plus de 10 200 au Mali. Il y a 9 ans, les djihadistes étaient aux portes de Sévaré, au centre du pays. Ils ont aujourd'hui les pays des côtes d'Afrique de l'Ouest pour horizon. Pour nombre de Maliens, si Paris a échoué dans cette lutte, c'est qu'elle l'a voulu. Et c'est comme ça en fait que tout un tas de théories du complot ont commencé à se développer, selon laquelle Paris était complice finalement des groupes terroristes. Et ces théories du complot, elles ont été instrumentalisées au plus haut niveau, notamment par le Premier ministre de la Transition, Choguel Maïga, et par les militaires eux-mêmes. Il a été décrété des mesures injustes et sauvages dont l'objectif est d'asphyxier le Mali, de le présenter comme un paria parmi les nations sœurs, avec l'objectif inavoué et inavouable, à court terme, d'asphyxier l'économie, afin d'aboutir pour le compte de qui l'on sait, et par procuration, à la déstabilisation et au renversement des institutions de la transition. Pau, dans le sud de la France. Le 13 janvier 2020, le président français reçoit les chefs d'État des pays du G5 Sahel. Une invitation que certains ont perçue comme une convocation humiliante, car Emmanuel Macron a géré avec sa méthode le dossier malien. Le premier voyage que Emmanuel Macron a fait aussitôt après son élection, c'était à Gao pour aller voir les troupes. Mais ce voyage a été préparé sans prévenir le président malien. Lorsque le président Macron s'est entretenu pour la première fois avec Ibeka, il lui a dit en quelque sorte voilà ce que l'on devra faire pour arriver à tel point. Le président Ibeka lui a répondu oui, Inch'Allah. Emmanuel Macron, avec peut-être sa brutalité qu'on lui connaît, lui a répondu non, pas Inch'Allah. Dès ce moment, on a vu quelque part le fossé générationnel, culturel et même de méthode qui pouvait exister entre les deux hommes, et ces relations ne se sont jamais véritablement apaisées. De plus en plus de Maliens se sont mis à réclamer le départ du patron du Sahel, finalement, de la force antiterroriste Barkhane, mais ils ont aussi commencé à réclamer le départ des Européens de la task force Takuba, qui était en fait une idée d'Emmanuel Macron pour quelque part européaniser la lutte antiterroriste au Sahel, et pensait-il ça lui aurait permis de sortir plus facilement la France du bourbier sahélien. Pour Bamako, Takuba a été vu comme une force qui a été imposée par la France en 2020, une force beaucoup trop multilatérale et donc difficilement contrôlable. Et ça, la junte en fait à Bamako n'en voulait pas. Et donc elle a commencé à lui porter un premier coup. On était en février 2022 et Bamako commençait à réclamer le départ du contingent danois de Takuba. Mais l'ultime épisode qui marquera la rupture, c'est ce 24 mai 2021 et les jours qui suivent. À Bamako, le colonel Assimi Goïta, tombeur d'Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020, veut empêcher un remaniement gouvernemental. Il fait arrêter le président de la transition et le Premier ministre. Aussitôt, Emmanuel Macron dénonce un coup d'État dans le coup d'État inacceptable. La même semaine, il prévient que si les autorités de Bamako en viennent à négocier avec les chefs djihadistes, les soldats français quitteront le Mali. Ce sera l'arrivée des mercenaires de la société de sécurité privée russe Wagner qui accélérera leur départ. La France et ses partenaires engagés dans des missions de lutte contre le terrorisme, à savoir les États participants à la task force Takuba, ont pris la décision de retirer leur présence militaire au Mali. On a vraiment un basculement dans la relation franco-malienne et une rupture claire qui va aussi se prolonger avec la nomination de Choguel Maïga. Aujourd'hui, quelque part, on assiste au Mali à un renversement des jeux d'alliance, un nouveau cycle, celui d'un rapprochement entre Moscou et le Mali, une Russie qui évidemment profite du divorce franco-malien en cours pour essayer de placer ses pions et puis pour essayer de gêner Paris sur ses terres d'influence. Mais je pense qu'au-delà de cette partie géopolitique, la question à se poser, c'est est-ce que Moscou aujourd'hui a les moyens de faire mieux que Paris et de lutter
lutter plus efficacement contre les groupes djihadistes. Et ça, eh bien, on voit qu'il y a beaucoup de Maliens qui sont fatigués par une décennie de guerre, qui en sont persuadés. Mais dans les faits, quand on regarde la capacité de Moscou, on voit qu'elle n'est pas capable, qu'elle n'a pas les moyens de lutter contre ces groupes. Et puis surtout, on voit que la Russie a d'autres priorités avec évidemment le déclenchement de la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, Paris parle de dispositifs allégés et de soutien aux armées de la région. Une réarticulation en direction du Niger et des côtes d'Afrique de l'Ouest, dont l'ambition n'est plus d'éradiquer le terrorisme islamiste, mais au moins de contenir son expansion.